merci à toutes et tous d'être là aujourd'hui. Donc il est un peu tôt a priori pour les Sartois. Voilà, là, sur la première table ronde, nous n'avons pas encore beaucoup de monde, mais je n'ai pas de doute que ça va arriver. Donc la première chose que je voudrais dire, je tiens à remercier Bienvenue sur Mars pour l'accueil, qui nous permet de pouvoir faire ces 3 tables rondes dans la journée. Aujourd'hui, on a des autrices et des auteurs de talent qui nous ont rejoints. La première thématique sera autour de la cité de demain. Et pour en parler, j'ai d'abord Émilie. Alors, je prends ma fiche parce que j'ai la fâcheuse tendance de donner les mauvais prix aux mauvaises personnes. Voilà, donc Émilie Kirbalek, qui a eu le Rosny aîné, notamment pour le Quitter les monts d'automne. Les chants de nuit, Nuiting, est sorti l'année dernière, chez Albin Michel Imaginaire aussi. Et tout juste sorti, Les Sentiers de Recouvrance. Bienvenue Émilie. Nous avons aussi, juste à côté, Julien Collin, scénariste et script, j'ai pas de bêtises, voilà, à qui l'on doit Avant la forêt, sorti aux Forges de Vulcain en août dernier, un roman un peu post-apo, légèrement, on peut le dire comme ça. Bienvenue aussi. Et Katie Stewart, qui écrit maintenant depuis très longtemps, je ne vais pas dire d'années, qui a eu le Rosny aîné aussi pour l'Évangile. 20 ans. 20 ans. Bah, c'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Qui a eu le Rosny aîné aussi pour l'Évangile selon Myriam et qui a eu 3 parutions l'année dernière. Donc, Saleté d'hormones et autres complications chez Goater. La réédition de Confession d'une séancière au label Mu. Et un livre sur la pluralité dans la science-fiction, je peux le présenter comme ça, avec le futur au pluriel, Réparer la science-fiction. Bienvenue à toutes les 3. J'ai une première question. Alors pour toi, Katie, on va faire dans l'autre sens. Qu'est-ce que la cité de demain pour toi? Comment tu l'imagines? Alors je l'imagine de plein de manières différentes, parce qu'en fait j'écris des nouvelles, c'est hyper pratique. On peut tester une version, et puis la nouvelle d'après on en teste une autre, et puis la nouvelle d'après encore une autre. Donc ce que j'aime c'est essayer des choses, tester la cité de demain. Et l'avantage avec le futur c'est que comme il n'est pas fait, il y a toutes les possibilités qui sont là. Donc j'ai pas une cité de demain, c'est pas possible. Si, de ton côté Julia, comment tu l'imagines cette cité de demain? Par mon roman, en tout cas, la cité de demain, c'est presque une cité d'hier où il n'y a plus de voiture, donc on utilise le vélo, il n'y a plus trop d'argent, donc on utilise le troc. Mais on continue de se regrouper autour d'événements culturels et d'événements communautaires. Voilà. Moi, ma cité de demain, dans mon roman, c'est un peu la cité d'hier. Émilie. C'est une question ouverte, très ouverte. Comment je l'imagine en fiction ou comment je l'imagine en vrai en fait? Est-ce que l'un découle pas de l'autre? Pas forcément. En tout cas, je l'imagine déjà multiple, comme dit Katie, protéiforme, et qu'il n'y a pas une cité de demain, il faut voir quelle cité, parce que les cités se construisent et se reconstruisent sur des strates et des strates d'histoire. Ce qui est certain, c'est que les villes du futur elles vont devoir faire face à des bouleversements climatiques notamment. Elles vont avoir à gérer des enjeux tels que la pollution, le réchauffement, des étés très chauds, des événements climatiques qui sont probablement un petit peu plus accentués qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et il va falloir s'adapter en fait. Donc c'est comme ça que je l'imagine, et j'imagine pas une seule façon de s'adapter, mais plusieurs façons de s'adapter qui dépendront de la manière dont qui dépendent déjà du territoire sur lequel elles sont installées. Les cités côtières, c'est pas la même chose que les cités continentales, les cités hémisphère sud, hémisphère nord, etc. Enfin, voilà, ça peut pas être une seule trajectoire, mais plusieurs. Et comment est-ce qu'elles vont s'adapter? Ça, on peut l'imaginer de 50 millions de façons. J'ai envie de réagir aussi à ta question parce que ça me renvoie à cette demande qui est souvent faite aux autoristes de science-fiction de proposer des choses qui seraient presque des solutions. Moi, j'ai pas envie d'avoir la responsabilité de dire qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et donc ça dépend vraiment dans quel objectif on le fait. Moi, quand j'écris, c'est aussi pour réfléchir à des tas de choses. Donc je ne m'interdis pas
notamment d'imaginer une ville dans laquelle... alors ça, je l'ai tenté sur un texte il n'y a pas longtemps. C'est assez angoissant à faire, mais c'est amusant. Imaginez que pour pouvoir optimiser la présence des humains sur la planète, sur une ville, on fait des maisons fermées. Donc on entre définitivement chez soi et on a absolument tout, donc on ne sort plus. Et c'est bizarre, les gens dépriment, et là, on n'avait pas pensé à ça. Bon, voilà. Et ça, on n'a pas envie que ça arrive. Mais moi, j'ai trouvé intéressant de réfléchir là-dessus en disant qu'est-ce que ça a comme conséquence et à quoi ça fait réfléchir et pour pouvoir élargir, vraiment prendre la science-fiction comme un dispositif pour réfléchir à des questions plutôt que proposer des solutions qui pour moi ne peuvent pas être mes idées, mais les solutions concrètes, ça sera collectif. C'est pas moi avec mes petites idées qui vais dire voilà comment il faut faire. Je suis pas bon. Merci. Alors j'avais trouvé une petite citation qui parlait un peu de ça. J'aime bien les citations qui m'amusent, qui est de Werner von Braun, un physicien polonais, qui a dit « Demain, apprendre l'espace en ville sera aussi utile que d'apprendre à conduire ». Est-ce que aujourd'hui, on doit réellement penser cette cité, l'anticiper? Tu peux redire, pardon. Demain, apprendre l'espace en ville sera aussi utile que d'apprendre à conduire. L'espace. Oui. Apprendre l'espace. Apprendre l'espace en ville. Vraiment la façon de l'organiser, etc. Ça peut être gustatif, cette phrase. Non? Werner von Braun, c'est un ancien nazi. Oui. J'en ai fusé les deux. Mais oui, bien sûr, mais enfin, il y a des gens dans ce métier, justement, qui imaginent ça, des urbanistes en fait. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a beaucoup de questions autour de l'écologie, autour de l'aménagement urbain par rapport à ces éléments-là. Quand on regarde la science-fiction, on a souvent un retour à la nature aussi. Soit on a des cités très, très tech, soit on a des retours comme dans Avant la forêt notamment. Comment se retrouve un peu cette notion dans vos textes? Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Une ville plus verte, une ville plus vivante? Non, oui, je pense que moi, dans mes textes, j'ai envie de plus de nature dans la ville, mais même on revient un peu vers ça aujourd'hui. À Paris, il y a beaucoup de démarches qui sont faites pour tout revégétaliser. J'ai l'impression que c'est pas tant dans ma fiction qu'on a un retour à la nature que dans une sorte de prise de conscience aujourd'hui de l'importance de la nature en ville, parce que elle permet juste de, par exemple, faire baisser de quelques degrés la température dans une ville. Enfin, avoir un arbre, je crois que ça permet de faire descendre de 2 degrés la température autour de l'arbre. Donc oui, moi, je l'imagine avec une présence de la nature beaucoup plus forte. Je crois que tout le monde l'imagine un peu comme ça, mais concrètement, c'est quelque chose qui va prendre des décennies parce qu'il faut péter du béton et planter des arbres et ça prend du temps et ça coûte de l'argent. Et parfois, c'est même impossible à faire parce que des villes comme Paris, c'est tellement un gruyère sous la terre que en fait, on ne peut pas planter d'arbres ou alors des arbustes parce qu'il y a un moment, le sol ne peut pas supporter des arbres gigantesques et les racines n'ont pas l'espace pour pousser, tout simplement. Donc, c'est des vœux qui sont un peu pieux, j'ai l'impression. C'est vrai qu'on fait des immeubles maintenant avec des murs végétaux, etc. Mais on n'est pas encore tout à fait capable d'entretenir tout ça aussi derrière. Donc ça reste, pour moi, ça reste un peu du fantasme, ces espèces de villes ultra technologiques, mais avec une présence hyper forte de la nature. Puis surtout, il fait 40 degrés en permanence l'été maintenant, donc les plantes, elles ne sont pas toutes capables de résister à cette température-là non plus. Donc, pardon, je n'ai pas de réponse à ta question, mais je... Moi, ça me fait penser, alors pas tellement à mon travail, j'ai expliqué tout à l'heure, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer et mes envies. J'écris pas toujours mes envies. Parfois, j'écris mes peurs. Parfois, j'écris des choses qui sortent complètement de ce que j'aime et de ce qui m'intéresse. Donc, la question d'avoir une vision, je n'ai pas de vision pour l'avenir, mais là où je vois se dessiner des tendances, c'est sur les ateliers d'écriture. J'en fais beaucoup, notamment avec mon association qui s'appelle le Réseau Université de la Pluralité, où on travaille sur les imaginaires du futur.
Et ce qui est intéressant dans ces ateliers, c'est qu'on propose à des personnes qui n'ont pas l'habitude d'écrire, qui n'ont pas l'habitude de la science-fiction, d'imaginer des choses. Et là, effectivement, on retrouve quelque chose d'une envie de faire mieux, mieux signifiant quelque chose qui va durer, quelque chose qui va être peut-être un peu plus un vivre ensemble apaisé ou des choses comme ça. Mais dans mes ateliers, je ne demande pas, par exemple, d'imaginer un futur positif. Parce que quand on donne cette consigne-là, souvent on retrouve des histoires qui sont déjà là, qui sont, ce que tu disais, revégétaliser, avoir des potagers sur son balcon, être tous ensemble, etc. Mais on n'a pas spécialement les moyens d'y arriver. Comment on passe de aujourd'hui à... alors aujourd'hui, j'ai envie de tuer mon voisin et demain, je vais avoir une poule en commun avec. Ok, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Donc ça, c'est intéressant à travailler en atelier d'écriture parce que on arrive en discutant, en utilisant les procédés de la science-fiction, on arrive sur des choses peut-être un peu plus accessibles et qui permettent de réfléchir au-delà de la question de la ville, au-delà de la question de nos rêves, qui on est, qu'est-ce qui compte pour nous, est-ce que vraiment on a envie d'être dans des endroits avec plein de gens ou est-ce qu'on a envie d'être tout seul? Et évidemment, comme on est des humains, on veut les deux. On veut être tout seul tranquille et on veut aussi être avec les autres, mais pas n'importe quels autres. Enfin, voilà. Et toute la question de qui on laisse de côté dans nos belles utopies urbaines. Et ça, on n'aime pas trop y aller. Regarder en disant, on a une ville où on peut se permettre ci, on peut se permettre ça. Combien ça coûte? Est-ce que tout le monde y a droit? Est-ce que les gens qui sont déjà à la marge aujourd'hui existent dans nos utopies? Et c'est ça que je trouve intéressant dans la question de la ville. Pas simplement une question d'urbanisme, parce qu'effectivement, ce n'est pas tout à fait notre métier, mais qu'est-ce que c'est les valeurs qu'on va mobiliser? Qu'est-ce que c'est le type de relation à l'autre qu'on a envie de privilégier et qu'est-ce qu'on se donne comme moyen pour y arriver. Mais voilà, pas le résultat en tant que tel, mais quel est le processus. C'est-à-dire que les villes sont un petit peu à l'image des sociétés dont elles sont un miroir. Donc une ville dans une société qui est construite sur des rapports très verticaux de domination, forcément ça va se traduire un petit peu dans la manière dont l'espace, tu parlais de l'espace tout à l'heure, va s'agencer. Et puis par rapport à ce que tu disais, Katie, aussi, on apprend de nos erreurs. Après la guerre, par exemple, la ville de Marseille. Je t'avais parlé d'une nouvelle, Alan, où j'avais imaginé un Paris complètement effondré, post-apocalyptique, mais apaisé. Et c'est un personnage qui va jusqu'à la ville de Marseille. Marseille est sous les eaux. Et donc c'est une nouvelle qui s'appelle La Cité radieuse, d'après une architecture de Le Corbusier. Donc Marseille détruite après la guerre, le quartier du port où vivaient les pêcheurs avait été complètement rasé par les bombes. Et donc au moment de la reconstruction, en fait, on a fait appel à Le Corbusier pour reconstruire ce quartier où vivaient les pêcheurs. Et il a imaginé, lui, un truc complètement utopique. Pour lui, c'était vraiment un beau projet. Sur le papier, dans sa tête, c'était magnifique. Donc il a reconstruit un quartier pour les habitants de cette partie détruite de Marseille, en dehors du port, en fait. Cette cité radieuse, donc c'est un immeuble, comme ça, une grosse barre en béton. Et il a imaginé ça comme une micro-société un petit peu idéale avec des services, des crèches, des tas de trucs en fait pour les gens. Sauf que les pêcheurs en fait qu'on a voulu reloger, ils ont refusé. Et pourquoi ils ont refusé en fait? Parce que en fait eux dans leur histoire, ils habitaient un territoire qui était celui de la proximité avec le port de pêche, c'était leur métier. Donc aller vivre dans cette barre de béton qui était complètement déconnectée de leur métier, de leur histoire, de leur culture, ça n'avait pas de sens en fait. Et souvent, c'est ça, en fait, on voit bien que des projets urbanistiques où on va aménager le territoire en fonction de plans qui semblent parfaitement cohérents et idéaux, finalement, c'est complètement en décalage avec les besoins des gens qui vivent là. Et ça a produit des erreurs monstrueuses, en fait, parce qu'on a construit, par exemple, dans les années 60, on a construit des cités. À la base, ces cités, en fait, ces bars, ces HLM, etc., c'était censé être des lieux de vie
utopique en quelque sorte. Hein. On imaginait que ce serait bien que les gens vivent là. Et finalement, ça s'est transformé en des sortes de ghettos, en fait, où il y a donc une concentration de tous les maux de la société, en quelque sorte. La violence, etc. Alors, je me perds un petit peu dans les méandres de mes pensées, comme d'habitude, mais voilà, c'était par rapport à cette idée de imaginer collectivement quelque chose qui puisse être ajusté à nos besoins, et donc imaginer l'espace d'une manière plus ancrée, en fait, comme on dit. Et donc, ce que je commençais à dire par rapport aux ateliers d'écriture, c'est justement cette démarche qu'on essaie d'avoir, pas dans le but de prendre des décisions, nous on n'est pas des élus, mais de donner aussi la parole à des gens à qui on ne donne pas la parole sur leur vie. Donc, on a fait des ateliers assez différents. Donc, on avait fait un projet qui portait sur le futur du quartier d'affaires de la Défense, qui incarne quelque chose comme l'image de la ville du futur. Et on avait travaillé ça avec des personnes qui travaillent à la Défense et des personnes qui vivent à la Défense, à qui on proposait un espace d'imagination sur ce que pourrait devenir cet endroit-là. Et la commande initiale venait du service public qui gère le quartier d'affaires de la Défense. Ils étaient un peu déçus du résultat parce qu'ils n'imaginaient pas à quel point les gens qui y travaillent et y vivent étaient attachés à cet endroit comme étant un vrai territoire dans lequel on peut faire des choses. Et en fait, ces personnes disaient ça serait bien qu'on arrête de construire, ça serait bien la dalle, que ça devienne autre chose. Et il y avait une réflexion qui portait pas mal sur les souterrains, sur les animaux. Enfin, voilà, des choses qui étaient assez surprenantes, qui n'allaient pas trop dans leur sens, puisque eux avaient envie de dégager de ça une raison d'être pour pouvoir continuer un peu leur business. Et donc, il y avait comme une déception que les gens n'aient pas exactement la vision que eux imaginaient. Mais c'était intéressant finalement parce que ils se sont exprimés. Ce qui va en être fait, j'en sais rien. Donc, on n'a pas non plus de prise sur le futur et sur les décisions futures. Mais les gens ont une expertise de l'endroit où ils sont. Ils ont une expertise de leur propre vécu. Et pouvoir laisser la place à ça. Ouais, et de leurs besoins, vraiment. Et de leurs besoins, oui. Et dans un autre genre, alors j'ai donné, alors c'était pas avec mon asso, là c'était moi toute seule, un atelier avec la ville de Paris sur le projet Vers Paris 2050, où on avait déjà des pré-scénarios dans lesquels il fallait imaginer des choses. Moi j'adore casser les contraintes. Donc on a travaillé d'autres choses. Et on retrouve, quand on donne cet espace de réflexion, on retrouve des histoires qui sont déjà dans l'air, comme revitaliser, etc. Mais quand revégétaliser, alors il y a déjà des projets de forêt urbaine d'ailleurs dans Paris et des choses comme ça, mais quand on laisse la place aux gens pour s'exprimer, qu'on regarde de manière fine ce que produisent les gens, on n'a pas exactement les mêmes rêves que les gens qui décident et qui se disent ça va être bien. On avait des choses qui portaient sur des détails. On avait des gens avec des masques. Donc, c'est resté la question du masque, mais des masques un peu plus intelligents et qui feraient d'autres choses. On a eu des questions sur la Seine, hein, l'utilisation de la Seine, les eaux de la Seine, comment on fait face à des catastrophes. Et puis des questions de solidarité, mais qui n'allaient pas tout à fait dans le sens qui était attendu. C'est-à-dire qu'on avait des marchés où on fait du troc et des centres commerciaux transformés en centres d'art. C'était pas exactement ça qui était attendu. Mais c'est intéressant dans la mesure où moi, ça me conforte dans cette idée que les auteurs et autrices de science-fiction n'ont pas à être spécialistes du futur des autres gens, en fait. On raconte des histoires, peut-être qu'on devient spécialiste de raconter des histoires qui embarquent les autres, mais pour ce qui est de décider, pour ce qui est de dire ce qui va être, moi je ne suis pas plus compétente que la personne qui est là et qui a des besoins et qui a des choses à dire. C'est la forme qui va peut-être être un peu plus compliquée, mais
Pourtant, beaucoup d'auteurs de science-fiction, sans donner les réponses, les solutions, projettent quand même notre société, alertent sur la société, sur la cité de demain. Dans Avant la forêt, on a une chute progressive des instances publiques, avec finalement plus un effondrement progressif qui entraîne tout ça. Est-ce que malgré tout, la science-fiction, dans son imaginaire de la cité de demain, de la société de demain, elle n'a pas une forme d'alerte sur les dérives de notre système, de notre société ? Peut-être qu'elle a une forme d'alerte. Après, je rejoins ce que tu dis, Katie, c'est-à-dire que je ne suis pas plus spécialiste que n'importe qui sur ce que va être le futur, en fait. En tout cas, dans mon roman, ce que j'ai peut-être mis en avant, c'est des peurs qui sont peut-être parfois inconscientes chez moi aussi, mais voilà, c'est moi, en tant que personne vivant en France d'une certaine classe sociale et d'un certain âge, j'ai peur de quoi dans le futur ? C'est un peu de ça que raconte mon livre, mais ces peurs-là, elles sont aussi fantasmées à travers le biais de qui je suis. Et c'est pas forcément les peurs de tout le monde. C'est-à-dire que moi, ce qui me fait peur, oui, c'est ce long effondrement de notre société qu'on est en train un peu de vivre avec plus d'hôpitaux, plus d'écoles publiques, voilà. Mais cette peur-là, il y a des pays où en fait, il n'y a jamais eu de service public. Et donc, où ça fait longtemps que ça n'existe plus. Donc, c'est une peur que je transmets dans mon roman, mais qui peut être très étrangère à beaucoup de monde et à beaucoup de pays où on va me dire non, mais en fait, ta peur, elle est assez bourgeoise quelque part, parce que moi, je vis dans un pays où on n'a pas cette peur vu que ça n'existe pas, en fait, l'hôpital public. Donc, pour penser la cité de demain, moi, en tant que romancière, il y a cette problématique de qui je suis, de quoi j'ai peur et de quoi j'ai envie aussi. Et c'est ce que je mets aussi en avant dans Avant la forêt. Cette espèce de fantasme d'un monde aussi peut-être plus solidaire, plus tourné vers l'autre, plus dans l'entraide, le troc. Mais c'est parce que j'ai aussi longtemps vécu à Paris où on ne sait même pas qui est son voisin ou sa voisine. Donc, à chaque fois, nos peurs et nos projections, je parle pour moi bien sûr, mais en tant que romancière, c'est aussi des peurs et des projections de qui je suis moi aujourd'hui. Alors ça a un peu valeur d'universalité, bien entendu, parce que je suis représentative de quand même une partie de la société française de bobos trentenaires qui essayent de faire du yoga et manger du quinoa. Et il y a un truc un peu de... ça s'applique à d'autres personnes aussi, heureusement, hein, et puisque... les peurs que j'ai, ça reste des peurs quand même universelles de repli sur soi-même, de perdre de l'accès à la santé, à l'éducation. Donc, heureusement, c'est pas que mon prisme et que mes préoccupations de bobo parisienne, enfin ex-parisienne en l'occurrence. Et voilà. Donc oui, je pense que la cité de demain, telle que moi je me l'imagine, c'est aussi telle que la personne que je suis, qui s'inscrit dans notre société, l'imagine aussi. Tu voulais ajouter quelque chose, Émilie, sur le... Il y a beaucoup la question de l'autre, du rapport à l'autre aussi dans cette cité de demain, avec des villes aujourd'hui effectivement où on est un peu entre soi. On a eu toute une période un peu compliquée où on l'était encore plus, et on a quand même l'impression aujourd'hui que on reste sur cette dynamique-là, c'est-à-dire le rapport à l'autre est devenu plus compliqué. Est-ce qu'on doit penser la cité de demain aussi, comme vous le disiez, pour réussir à redynamiser ce tissu social, humain, où finalement l'homme devient de plus en plus isolé, seul, l'homme et la femme, bien entendu? Alors, je pense que c'est très important de considérer ça. Là, j'ai lu récemment qu'au Japon, ils avaient adopté une loi, en fait, pour lancer un plan national de lutte contre l'isolement et la solitude. Parce que figurez-vous qu'au Japon, en 2023, il y a eu 22 000 cas de suicide, avec un taux de suicide en fait par habitant qui est hyper élevé. La France, elle n'est pas très loin derrière en fait. Et comme vous le savez sans doute, en fait, l'état mental des gens depuis la crise du Covid, il s'est vachement détérioré. En fait, on a de plus en plus de cas de personnes qui se sentent isolées, séparées, alors que paradoxalement, on vit dans un monde de plus en plus connecté.
par la technologie, les réseaux sociaux, etc. Donc c'est assez paradoxal. Et je pense que des actions en fait qui mettent vraiment physiquement les gens en commun, comme par exemple créer un potager ou je sais pas, peu importe, des actions très simples qui permettent aux gens de dialoguer pour de vrai et de mener des projets ensemble, même si c'est pas facile et que évidemment tout le monde n'est jamais d'accord, etc. Voilà, c'est très très important. Et juste par exemple. Récemment, enfin, vous savez que maintenant, il faut avoir dans les résidences, je ne sais pas quelle est la limite, mais il faut des techniques de compostage, en fait. Hein, c'est rendu obligatoire par la loi, je crois, cette année. Et bon, alors sur Paris, je crois que c'est compliqué parce qu'on a des... Ah ouais, d'accord. Mais bon, voilà, c'est compliqué. Mais quand c'est possible, il faut le faire, en fait. Et donc, il y a une dame qui est venue pour nous former en fait sur le compostage. Et elle nous racontait, elle vient d'une ville dans le nord de la région parisienne, Romainville en fait. Elle nous racontait que dans sa ville, en fait, ils avaient transformé une tour, donc une tour comme ça, en potager, enfin, une tour pas végétalisée, mais en jardin partagé, mais urbain en fait, en jardin urbain. Et que du coup, le fait d'avoir créé ça, c'est une initiative de la ville qui est communiste, je crois. En tout cas, ça a redynamisé tout un quartier, en fait, parce qu'il s'est créé des restaurants, des cantines. Enfin, il y a tout un tissu économique, en fait, et d'activités qui s'est recréé autour de cette zone-là. Et donc, ça a redonné de la vie et ça a rendu le lieu beaucoup plus habitable qu'il ne l'était avant, où vous imaginez bien ce qu'il pouvait y avoir sur une dalle complètement vide, voilà, bétonnée. Donc je pense que oui, c'est hyper important en fait de se connecter, mais pas connecter au sens que par des réseaux sociaux comme dans une smart city. Ça peut être très utile aussi évidemment hein, pour gérer les flux, la circulation, etc. Il y a pas, enfin si on peut en discuter, mais la connexion aussi à l'autre, aux autres êtres vivants en fait, qu'ils soient humains ou les végétaux, les animaux, etc. Parce que il me semble que c'est important pour notre équilibre en fait. Voilà. Et une ville qui est complètement déconnectée, bétonnée, artificialisée, je ne sais pas si c'est une ville très habitable en fait. Et surtout en fait, est-ce que ce sont des lieux qui seront capables de s'adapter, d'être résilients face aux modifications physiques en fait de la planète à laquelle on va devoir faire face en fait dans les années qui viennent. Donc voilà. J'ai eu des discussions avec d'autres collectifs qui font des ateliers d'écriture comme nous, un peu sur le futur, et qui, eux, sont dans l'injonction à faire du positif, mais parfois sans spécifier ce que va être ce positif. Et donc j'ai envie de nuancer, évidemment que je suis d'accord sur l'idée que une ville, en fait, c'est fait pour rassembler des gens. Alors à la base, c'était quand même économique, hein, et puis la solidarité... un peu obligatoire. On ne survit pas tout seul. On dépend. On est dans des liens d'interdépendance. Même si on fait semblant d'être autonome, on n'est pas autonome. Je ne conduis pas mon métro. Je ne fais pas mon pain. Enfin, voilà. Donc, on dépend toujours des autres. Et dans ces endroits un peu resserrés, on va dépendre des autres. Mais je trouve qu'il y a une manière de présenter le collectif comme étant naturellement mieux. Naturellement merveilleux, naturellement, voilà, la solidarité, c'est trop bien, on les met tous ensemble, ils vont faire des trucs et ça va se passer bien. Et je trouve que souvent dans les manières de travailler ça, donc notamment avec des collectifs très militants sur l'écologie et les choses comme ça, je trouve qu'il manque souvent une étape qui est de la question des valeurs et qui est dans le collectif et qui n'est pas dedans. Qui va être dans cette histoire et qui va pas être dedans, qui va être dans ce futur merveilleux et qui va pas être dedans, et comment on fait pour que des êtres humains qui sont aussi les gens qui font la guerre, qui sont aussi les gens qui s'entretuent. Est-ce que j'ai envie de connaître mon voisin et de découvrir que c'est un tueur, un agresseur, je sais pas quoi. En fait, ils existent, ces gens aussi. Ils font partie de notre collectif. Est-ce que les personnes avec un handicap, ils en font partie ou pas trop? Est-ce qu'ils doivent aller dans un autre collectif? Enfin, voilà, toute cette question, je vais revenir avec le mot pluralité, mais ça se fait très souvent, ces réflexions, dans des milieux très homogènes et qui ont tendance à oublier qu'il y a des personnes qui ne sont pas pareilles. Parfois, je me retrouve dans des ateliers où, effectivement, je suis la seule personne noire qui va arriver avec des problématiques qu'on n'a pas imaginées,
c'est OK, mais comment on fait? Est-ce qu'on en fait quelque chose ou est-ce qu'on dit non, ben toi tu vas dans un autre collectif parce que nous on est solidaires mais pas avec toi. Enfin voilà. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas d'accord? On s'engueule, on se sépare, on se tape dessus. Comment on gère ça? Mais cela dit, en fait, il y a des choses qui bougent vraiment. En fait, même, je vais utiliser des mots un peu bateaux, mais même dans les banlieues, comme on dit, enfin, il y a des jeunes. Souvent, c'est des jeunes personnes en fait qui s'emparent de ces sujets. Et c'est surtout là que ça bouge. Et ça bouge. Et ça bouge. Et alors, on le voit pas c'est pas en lisant Courrier International qu'on va trop voir ça, mais ou Le Monde, ou encore moins Le Figaro, Les Échos et tous ces journaux-là. Mais ça bouge et on a des jeunes comme là, je suis le compte Instagram d'un jeune monsieur qui s'appelle Ferris Barkat et il a initié un mouvement qui s'appelle Banlieue Climat, mais il fait des choses super intéressantes. Il est brillant. Il n'a pas fait Sciences Po parce qu'il a arrêté ses études pour s'occuper de sa mère, je crois. Il est brillant et il amène ces sujets auprès des populations qui sont, rappelons-le quand même, les premières exposées en fait, les populations les plus précaires, les plus pauvres en fait, qui sont les premières exposées aussi à toutes les problématiques environnementales. Ils les amènent pour essayer de transformer les choses. Donc il n'y a pas que les bobos parisiens blancs qui font du yoga et qui mangent des graines qui s'emparent de ces sujets. Non, ça bouge aussi ailleurs en fait. Et heureusement quoi. Mais en fait, la question de la cité de demain, au-delà des questions écologiques dont on parle beaucoup, il y a la question de qui vivra dans ces cités de demain et qui est contraint d'y vivre aussi. C'est-à-dire que, comme tu disais, le collectif, c'est important, on imagine de la solidarité, tout ça, mais en fait, il y a beaucoup de lieux où les gens sont contraints de vivre, où vont être amenés à migrer, même à l'intérieur même de la France. Il y a déjà des gens qui déménagent pour des questions climatiques. Et donc, quelles vont être ces cités où on va faire cohabiter des gens qui n'ont pas forcément envie de cohabiter? Enfin, c'est déjà le cas aujourd'hui. Et comment on vit ensemble dans un écosystème qui va être de plus en plus tendu et de plus en plus dur à vivre, en fait, avec des gens qui n'ont pas forcément envie de vivre ensemble aussi. Donc, c'est vrai, au-delà de l'urbanisme, il y a aussi l'humain à prendre en compte et de comment on fait une ville dans un milieu qui est hostile, parce que c'est vrai que vivre en ville aujourd'hui, c'est aussi pour ça que j'en suis partie, c'est dur, je trouve ça dur, avec la pollution, avec la surpopulation dans beaucoup de villes aussi, des gens, à Paris, il y a quand même des endroits où il y a des embouteillages sur les trottoirs, quoi. C'est quand même et donc ça pousse les gens à se forcer à vivre ensemble. Et avec toute la bonne volonté du monde, c'est difficile à faire en sorte que ça se passe sans accroc, quoi. Et sur les projets qu'on a avec mon asso, en fait, on vient de commencer un projet qui s'appelle Citadin Citadine, et donc qui va être un projet d'imagination de science-fiction sur plusieurs territoires. Et donc le premier territoire sur lequel on travaille, c'est le 93. Donc on a commencé avec un groupe d'habitants de Noisy-le-Sec. Et en fait, c'est super. C'est-à-dire qu'on commence et on est avec des gens à qui on ne demande jamais comment ils imaginent ce que va devenir leur ville, comment ils imaginent ce que ça va donner, et avec un focus sur le climat. Donc on part des souvenirs récents de la canicule pour commencer à réfléchir à ce que ça va être quand ça va être encore différent. En plus, quand on a commencé le projet, donc c'était cette semaine, c'était jeudi, il pleuvait et donc on a pu aussi commencer à parler des choses vraiment très concrètes. Et l'idée, c'est qu'il puisse y avoir des récits, donc toujours d'imagination, puisque on ne sait faire que ça. Par rapport au futur, on ne sait pas y aller et revenir et raconter comment ça va être, mais qu'on ait des personnes donc, dans ce territoire-là qui racontent leur Noisy, enfin une de leurs versions, parce que je pense que voilà, ça va être fait collectivement. Mais on fait aussi ce projet-là, donc il va y avoir un groupe à Paris, il va y avoir un groupe à Marseille, et on est en train d'essayer d'étendre en fait pour avoir comme ça plusieurs visions, et des moments aussi où les personnes qui y participent, c'est pas juste l'idée d'avoir une histoire à la fin et de dire bon en fait ça va être ça. Non, on a travaillé la matière du récit, on a travaillé nos compétences à imaginer, on sait qu'on peut imaginer, on sait qu'on
peut avoir des choses à dire. Et c'est souvent ça qui reste plutôt qu'une histoire. C'est on a imaginé, on s'est projeté, on peut faire d'autres versions, on peut sortir de cette idée qu'il n'y a qu'un futur qui est déjà écrit et qu'on ne peut rien y faire. Donc on redonne aussi du pouvoir d'agir de cette manière-là. Ce qui est intéressant, ce que j'entends beaucoup dans vos différentes paroles, alors quand on pense cité de demain, traditionnellement, on pense surtout à la dimension écologique de la ville. Ce qui ressort beaucoup plus des échanges qu'on a eus là, c'est quand même la dimension, alors je reprends ton terme, Katie, de pluralité, comment on accueille toutes les populations. Et la deuxième question qui en découle, c'est comment on en fait aussi une ville safe pour tout le monde. Vous êtes attaché aussi à cette transformation de société aujourd'hui où on prend plus en compte et vous pensez qu'on peut encore aller plus loin dans cette prise en compte des différentes populations ? Alors oui, bien sûr. Moi, je travaille avec des patients âgés, donc je suis psy, avec des patients âgés dépressifs. Et donc, quand on est une personne âgée, on a aussi le corps qui se dégrade d'une certaine manière. Et je vois mes patients commencer à réfléchir à la question du handicap, qui n'a jamais été une question dans leur vie, parce que les personnes avec un handicap, c'est pas juste une autre population, c'est nous quand on sera plus vieux. Et comprendre en fait que cette ville où ils étaient chez eux, où ils avaient leur place et leurs habitudes, ne peut plus être vécue de la même manière. Et ils se rendent compte que ils sont peut-être pas totalement les bienvenus dans la manière dont les choses se vivent. Et moi, je trouve ça intéressant comme prise de conscience. Et ça montre aussi ce qu'on peut avoir comme angle mort dans nos vies de tous les jours. Un exemple personnel, j'ai été pendant 3 mois avec des béquilles. Alors, c'est que 3 mois, ça n'a pas été mon état, je n'ai plus de béquilles. Mais cette période-là m'a permis d'expérimenter la question de l'accessibilité. Je prenais le métro. Il y a une ligne accessible quand l'ascenseur n'est pas en panne. Donc, pour qui est faite la ville et on retrouve en fait notre vision de qui mérite. J'ai lu des histoires utopiques, oui, le retour à la nature, enfin, je ne sais pas, la personne qui a besoin de faire une dialyse toutes les 2 semaines, est-ce qu'elle va pouvoir venir avec nous vivre dans la nature ou est-ce qu'on la sacrifie ? Et la question s'est posée aussi pendant le Covid. C'est pas grave parce que c'est les personnes fragiles qui meurent, donc let's go. Moi, dans mon roman, il meurt, clairement. Non, mais la question de l'inclusivité dans la ville, en tout cas, elle est aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle est, elle est centrale. En tout cas, dans les démarches. Moi, j'ai une sœur qui est urbaniste et qui travaille sur ces questions-là, qui a beaucoup bossé à Saint-Denis, qui est maintenant à Marseille. Donc, c'est passionnant parce que c'est un sujet dont on s'empare à peine aujourd'hui et on se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire. Mais c'est des choses qui sont intéressantes, parce qu'elles abordent les questions d'inclusivité d'une manière beaucoup plus globale, pas juste à travers le prisme du handicap, par exemple, mais plus repenser la ville la ville telle qu'on la conçoit, enfin telle qu'on la vit aujourd'hui, elle a été conçue pour un homme blanc d'1m80, je crois, il y a un truc comme ça. Et en fait, oui, des hommes blancs d'1m80, il y en a en France, mais en bonne santé. Pas les sièges de la SNCF. Alors, et pas trop large des fesses. Donc... Oui. Non, mais enfin, et en fait, voilà, là, on est 4 sur scène. Bon, il y en a un d'homme blanc d'1m80. Donc, la ville, elle. 1,79. 1,79, donc la ville n'est pas conçue pour toi. Donc, en fait, c'est quelle est la place même de la femme dans la ville ? La ville n'a pas été conçue et pensée pour les femmes. Comment leur redonner la place de circuler sans avoir forcément peur. Quelle est la place aussi des personnes en situation de handicap, qu'ils soient temporaires ou permanents. Handicap qui n'est pas juste forcément fauteuil roulant, parce que 80% des handicaps sont invisibles aussi. Donc voilà. Et je trouve que aujourd'hui, les enfants, les poussettes, les personnes âgées aussi, Et moi, je trouve ces questions, elles sont passionnantes parce que, comme tu dis, le retour à la nature qu'on le fantasme, si on y part tous, on laisse 50% de la population derrière qui ne peut pas vivre dans la nature, en fait, ou dans la forêt, ou qui meurt de faim, de froid ou de manque de médicaments. Donc, heureusement qu'on s'empare de ces questions aujourd'hui. Alors, c'est peut-être un peu tard.
Mais en même temps, il est jamais trop tard pour essayer non plus. Faut pas être cynique et pessimiste. Mais moi, je trouve ça super chouette parce qu'on réinvente des récits et on va peut-être laisser plus de place aux gens pour vivre la ville et pas juste la subir. Voilà. En fait, j'ai l'impression qu'on est toujours dans une dialectique nature, culture, la nature sauvage d'un côté et la ville très urbaine, très minérale de l'autre. Et en fait, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un juste milieu ? Ce juste milieu étant variable, en fait, même au sein d'une cité de taille moyenne, je dirais comme Paris. Paris, c'est une grande ville, mais en fait, c'est rien par rapport à Tokyo ou par rapport à des agglomérations monstrueuses, des métropoles qu'il y a ailleurs dans Pékin, tout ça. Mais ce juste milieu, il dépend du territoire dans lequel on vit, de la population qui l'habite, etc. Donc, c'est pas un juste milieu idéal qu'on va poser là et puis on va ordonner les choses à partir de ça. C'est, comme tu dis, Katie, c'est quelque chose qui s'imagine ensemble, collectivement, bon, bref. Si d'un côté on a toujours cette manière de penser que si on va vers plus de végétalisation, on va automatiquement sombrer dans la nature sauvage, une ZAD avec des toilettes sèches. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui rêvent d'aller vivre dans une ZAD avec des toilettes sèches. Peut-être que oui, peut-être que non, mais enfin, posez la question à l'Assemblée, je ne sais pas moi. C'est Cyril Dion qui disait si vous voulez aller vivre dans une ZAD, qui fantasme d'aller vivre dans... Si vous en rêvez, c'est probablement que vous n'y avez jamais été. Donc c'est pas non plus un idéal de société, la ZAD. Et qu'est-ce qu'on fait dans une société qui est revenue à des technologies très proches de la nature ou pas très avancées, basiques? Qu'est-ce qu'on fait des personnes en situation de handicap, des personnes qui ont besoin d'une dialyse, comme tu dis, Katie, etc. Donc il faut, si on englobe toute cette complexité, finalement, la ville idéale, elle est ni c'est pas non plus une smart city, c'est pas une smart city hyper technologisée, c'est pas non plus une sorte de ville qui revient au XVIIIe siècle. C'est un entre-deux, quoi. Mais tu parles de la ville idéale, et peut-être que c'est là aussi la question. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous le même mode de vie. Et ça me fait penser à ces textes de science-fiction des années 70 où il y a une planète où tout est absolument pareil, et où les gens vivent exactement la même chose, même en termes de paysage, c'est un seul et unique paysage. Comme et cette envie... comment ? Comme Trantor, tout est pareil, tout est urbanisé. Ce truc un peu... cette envie d'avoir une utopie où on va pouvoir mettre tout le monde. Alors, c'est intéressant d'y réfléchir, mais en vrai, on ne vit pas aux mêmes endroits et c'est pas grave. Et on ne fait pas les mêmes choses et c'est pas grave. Et oui, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes envies. Et c'est avoir la possibilité de choisir ou avoir la possibilité d'être un peu là et un peu là, et de bouger et de... Oui, ça demande de réfléchir autrement. Et sur les questions d'urbanisme, et comme tu disais, ça change. Le fameux atelier Paris 2050, c'était aussi avec le CAUE. Alors, je ne sais plus ce que ça veut dire. Le U, c'est urbanisme, voilà, qu'il y a dans toutes les villes. Et je trouve ça intéressant qu'ils commencent à se dire qu'ils n'ont pas la vérité, qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire pour que ça soit bien. Et que finalement, on peut essayer de faire des allers-retours avec les gens, que ce ne soit pas dicté d'en haut. Voilà, vous vivrez comme ceci et vous ferez cela, et ce sera tout partout pareil. Enfin, voilà. Merci beaucoup. Alors, on arrive à la fin de... Mais vas-y, Julia, tu voulais rien rajouter, si ? Non. Est-ce que dans le public, vous avez eu des questions ? Est-ce que vous voulez aborder un sujet ? Oui, Marguerite ? Non, tu disais pas oui. Vous n'avez pas de questions ? Non, avec Marguerite, on parlait de l'aspect temporel de ce dont on parlait, qui n'a pas été vraiment abordé dans la table ronde, qui, d'après moi, est liée à une question économique. En gros, on vit dans une société aujourd'hui qui prône un modèle économique où les gens passent 80% de leur temps à survivre. Et ce dont on parle là, c'est du temps de gestion. On se projette beaucoup quand on envisage c'est quoi la vie idéale, c'est quoi la vie, l'utopie, etc.
on le voit beaucoup comme quelque chose à atteindre. Mais en fait, c'est un travail permanent de réajustement. Ça, ce dont il est question, la cité de demain. Et en fait, on n'a pas le temps aujourd'hui pour le faire, parce qu'on a d'autres impératifs de survie. Je vais discuter de ça. Une C'est réaction? 2050 ou 2060. Fin de la question. En fait, c'est difficile de trouver le temps de rêver et de faire autre chose, effectivement, que de lutter pour le quotidien quand on est pris dans le tourbillon de la vie, avec souvent, surtout quand on vit en ville, avec des temps de transport importants, tout ça, ça mange un peu notre esprit. C'est prévu dans le plan. On peut rêver. Non, mais c'est juste ce que tu dis, parce qu'en fait, la cité de demain, nos cités aujourd'hui sont les cités de demain d'hier, en fait. Et elles sont pas finies, nos cités. La cité, c'est quelque chose qui est en évolution permanente. Donc, c'est vrai que penser à une cité de demain, la cité de demain, ça sera la cité d'hier, d'après-demain. Enfin, il y a un truc un peu en évolution constante. Et c'est vrai qu'on essaye d'atteindre un idéal et parfois on l'atteint. J'imagine que, par exemple, la Défense aujourd'hui, c'est une cité idéale qui a été conçue par des urbanistes en se disant ça va être trop bien, on va faire des tours partout, il y aura des dalles béton partout, ça va être super. Et en fait, maintenant, on se dit que c'est pas si super que ça, alors que cette cité, c'était la cité de demain d'une époque aussi. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de cité de demain, alors, on a le droit de rêver et de penser utopie aussi, et de se dire que la cité de demain, elle sera plus verte, plus inclusive, mais peut-être qu'un jour, on va y arriver et qu'on se dira non, mais en fait, c'était de la merde, il faut penser à autre chose. Tu vois, mais je pense que c'est important de rêver et c'est important d'avoir des utopies, en fait, tout en sachant que c'est, comme tu dis, Patrick, c'est une direction dans laquelle on aimerait aller. La direction, elle n'est pas la même pour toutes les personnes. Voilà, on n'a pas tous les mêmes valeurs, mais c'est important d'avoir ces utopies en tête, je pense, pour justement s'orienter un petit peu. Et puis je trouve que c'est bien de commencer tout de suite, en fait. Sinon, il y a un imaginaire que je trouve hyper intéressant aussi, très fructueux, c'est l'imaginaire du biorégionalisme. Donc le biorégionalisme, tu dois connaître, non? Ah bon? Réinvente complètement un petit peu la cité de demain. Et donc, il y a un bouquin qui est sorti récemment que j'ai lu, d'une dame qui s'appelle Agnès Sinaï. Elle imagine Paris en 2049. Donc, c'est un récit spéculatif, en fait, où en fait, on aurait vécu un effondrement. Tous les flux énergétiques, etc., qui alimentent Paris se sont effondrés, comme ça a été presque le cas pendant la crise du Covid. En fait, on a touché du doigt à quelque chose qui pourrait se produire en puissance 10 dans l'avenir. On ne sait pas, en fait. Donc, elle imagine que ça s'est produit et que donc Paris doit se reconstruire, mais elle se reconstruit en étant, on va dire de manière très, très simplifiée et schématique, plus en accord avec le territoire dans lequel on vit. Un Paris qui récupère un peu une certaine autonomie alimentaire, etc., etc. Et donc, c'est un imaginaire qui est assez proche, je pense, de ce que tu développes. Julia, je te donnerai la référence, c'est super intéressant. Bien sûr, c'est une utopie. Voilà, on ne va pas transformer Paris, imaginer Paris en biorégion comme ça. Mais c'est une direction, ça donne une direction, voilà. Et c'est important d'avoir des directions. Et des directions qui ne soient pas imposées tout le temps aussi de là-haut, entre guillemets, vous voyez, qui soient rêvées et discutées ensemble. Oui, j'ai l'impression que les villes de demain, pour qu'elles aillent le plus rapidement vers ces directions un peu utopiques qu'on se donne, c'est des actions qui agissent au niveau local, en fait. Et ce n'est pas forcément en attendant que l'État décide qu'il faut composter tous et toutes nos déchets, qu'il faut qu'on le fasse quand c'est imposé. En fait, il y a aussi beaucoup d'initiatives locales, que ce soit dans les très grandes villes ou même dans des petites villes ou même dans des villages, de comment transformer les choses pour faire en sorte qu'on vive mieux, de manière plus symbiotique les uns avec les autres. Et la cité de demain, oui, c'est peut-être... voilà, soit on décide de la penser collectivement dans une démarche plus politique, ou soit on essaye de la vivre concrètement dans des démarches qui sont plus locales. Ça, c'est pas du tout l'imaginaire des gens qui ont conçu The Line. Hein. On est vraiment diamétralement à l'opposé. Mais ouais, tout à fait. Et le local, idéalement, enfin, dans cet imaginaire-là, ce serait bien qu'il s'imbrique dans un global aussi. Voilà, que le global réussisse à tenir compte du local. Comment? C'est complexe. Hein.
Merci beaucoup. Donc vous allez pouvoir retrouver Émilie, Julia et Katie juste de l'autre côté du rideau. Voilà, avec aussi les autres auteurs et autrices qui vont intervenir cet après-midi. La prochaine table ronde est à 14h et ça sera sur la figure de l'autre. Merci beaucoup. Merci. Merci.